Paimpol. C'était le port de la grande pêche quand ces marins partaient à la morue en mer d'Islande à leur risque et péril. En ce matin calme sur le port de Plaisance, je m'interroge sur ce qui reste de ce passé et sur la transmission de cette mémoire. Depuis quelque temps, j'ai mes attaches ici comme mon copain Caleb. Lui aussi est fraîchement paimpolais. Salut Caleb! Salut, comment vas-tu? Eh ben écoute, je suis contente de te voir. Moi aussi. Et je suis contente de me mettre ici pour pouvoir m'accouder à ton bar et te raconter un petit peu tout ce que j'ai pu vivre ces derniers jours-là. On sait que Paimpol, voilà, c'est une ville au patrimoine maritime très riche. Et je suis allée rencontrer des hommes et des femmes qui incarnent ce patrimoine maritime et qui incarnent cet héritage. Toi, quand t'es arrivé, tu connaissais Paimpol comment? J'étais déjà venu il y a quelques années en vacances. Ouais, comme ça. Et le lieu m'a charmé. Ces effets des marées, des paysages, des reliefs, des couleurs. Parce que toi, en fait, à la base, t'es originaire d'où? Je suis péruvien. T'es péruvien. Et donc, comment un péruvien arrive dans la baie de Saint-Brieuc? C'est une longue histoire. Je suis arrivé en France en décembre 2002 avec le projet de continuer mes études, ouais. D'apprendre le français et continuer mes études en médecine vétérinaire que je faisais au Pérou. D'accord. La vie m'a présenté différents chemins, il y a eu des rencontres, et puis on est là à Paimpol, on a habité sur notre bateau. Et puis génial. Tu parles de rencontres, moi ça me fait tout simplement penser à la première personne que j'ai rencontrée pour essayer de comprendre cet héritage et ce patrimoine maritime paimpolais. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelait Yvette. Mon voyage a commencé en descendant le fleuve le Trieux, à bord du Passeur. Le Trieux, il y a cette histoire de... C'est un trait d'union, en fait. C'est un trait d'union entre la mer et les terres. Et il y a autant de choses à découvrir. Après, il faut prendre le temps de les découvrir, le temps de les montrer. Mais des fois, il n'y a pas besoin de parler. Comprendre l'héritage maritime de Paimpol impose un détour vers un lieu chargé de cette mémoire. Mur des disparus en mer. C'est devant ce mur des disparus, couvert autrefois de mémoires que venaient se recueillir chaque semaine les familles des Islandais. Bonjour Yvette. Bonjour Marine. Il me dit donc que c'est assez chargé ce lieu de rendez-vous là. Eh oui, mais oui. Eh oui, je regardais la Françoise, la goélette La Françoise, sur lequel mon grand-père était embarqué. Donc là, quand je regarde 1912, Rafale, Aurore, Françoise, Covadis, ça veut dire que c'est le nom de 4 bateaux? Oui, exactement, oui. Avec combien d'hommes à bord de la Françoise? Avec 25, plus mon grand-père qui avait débarqué, donc ça faisait 26 hommes à bord. Et pour quelle raison il avait débarqué, ton grand-père? Il s'est interposé entre 2 hommes qui se battaient parce que les conditions étaient tellement difficiles sur ces bateaux qu'il a voulu aller les séparer et puis il a reçu un coup de couteau dans la jambe. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus rester à bord, donc ils ont fait de façon à pouvoir le rapatrier sur le bateau qui envoyait le courrier. D'accord. Et donc, il est rentré en France avec sur ce bateau. Et il a appris que la goélette, la Françoise, avait disparu corps et bien. Et il avait son frère Olivier qui était sur le même bateau. C'était des bateaux qui partaient en Islande, c'est ça, Yvette? Il partait au mois de février et il revenait au mois de septembre. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle, justement, c'est le mur des disparus islandais. Islandais, oui. On les avait surnommés les Islandais. C'est étonnant parce que c'était des Paimpolais. Ah oui, c'était des Paimpolais. Oui. Ils étaient de toutes les communes voisines. Ça représente combien d'années? 83 ans. 83 ans. 83 ans. Et combien de disparus? 2000 morts. Et oui, c'est énorme. Hein. Énorme. Mais oui. Toutes ces âmes, elles font partie du quotidien des Paimpolais aujourd'hui? C'est sûr, c'est sûr. Et puis, c'est l'histoire de Paimpol, en fait, parce qu'il y a eu quand même un roman qui a été écrit par Pierre Loti, pêcheur d'Islande, et c'est ce qui a fait connaître aussi Paimpol. Mais j'en ai toujours entendu parler, en fait. À la maison, c'était courant
de parler de cette période d'Islande. Parce qu'il faut savoir que si la vie était dure, c'est qu'il fallait travailler beaucoup sur les bateaux, parce qu'ils étaient payés à la morue qui pêchait. Donc ils avaient tout intérêt à travailler le maximum d'heures. Donc il y avait une énorme compétition, une énorme concurrence. C'était très difficile. Bon, c'était une vie, c'était un bagne en fait. Hein. Merveilleux. Alors les voilà, les femmes des Islandais. Les femmes des Islandais. Elles impressionnent, je trouve. Eh oui. Là, on les voit, on sent à la fois un recueillement et une force immense qu'elle a. Elle regarde au loin, elle a un regard assez franc. Elles étaient aussi dures, parce que la vie était dure pour elles. Qu'est-ce qu'elles avaient vraiment par rapport aux femmes d'aujourd'hui? C'était des femmes, comment je te répondrais, qui ont souffert, qui ont été élevées à la dure, parce que bon, il faut reconnaître que les familles étaient nombreuses et ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. On ne pourrait plus vivre cette vie-là, c'est pas possible. Et Yvette, il faut que vous écriviez. Hein. J'ai commencé à écrire ma vie. C'est vrai? Parce que c'est la meilleure manière J'ai commencé à de écrire laisser ma vie. une trace. Parce que toute ma vie, j'ai cherché un papa que je n'ai pas connu, qui a été tué pendant la guerre. Et ça a laissé des traces. Je pense que j'étais loin d'imaginer tout cet héritage que les Paimpolais pouvaient avoir. Toi, ça te parle, ces histoires de marins qui partaient en Islande et qui revenaient jamais? Mais complètement, j'en ai entendu parler, oui. J'ai rencontré du monde, des marins, des Paimpolais qui m'ont raconté l'histoire des Paimpol aussi. Très intéressante, très intense, très riche. Très riche. Oui. Et pour ça, justement, j'avais eu envie de partir avec ces marins-là et avec ces marins-pêcheurs. Je me suis dit, bon, ma marine, si c'est un territoire qui est tourné vers la mer et s'il y a eu autant de marins qui sont passés ici, tu peux pas partir en pêche avec eux. Et donc, je suis partie pêcher avec eux, je suis partie à la Coquille. Ici, c'est un petit peu le lieu emblématique de la Coquille. C'est la Coquille Saint-Jacques, quoi. Exactement. C'est une institution, la Coquille. Et ben moi, je t'ai ramené, mon cher Caleb. On a pêché, dis-toi, 937 kilos de coquilles. Wow. Et on t'en a ramené une cinquantaine, rien que pour toi, pour que tu puisses nous préparer peut-être une petite dégustation à la façon péruvienne. J'ai une petite idée, on va voir si ça fonctionne. T'as une petite idée? Oui, même 3. 3? On va voir. Ok. En baie de Saint-Brieuc, on pêche la coquille depuis le Moyen-Âge. C'est le travail des coquilleurs et Glenn est l'un d'eux. Je suis né juste à côté, j'ai passé mon enfance à descendre en vélo au port, à appeler mon père à la Cibi pour savoir quel temps il faisait. On a toujours eu depuis tout petit ce rapport avec la mer que les gens qui naissent pas forcément près de la mer n'ont pas la chance de connaître. Et nous, on a la chance d'avoir un cadre autour de chez nous qui peut nous permettre de nous faire vivre également, quoi. J'avais des diplômes en poche qui me permettaient de faire autre chose, mais le fait de voir mon père gagner correctement sa vie m'a attiré vers la pêche. Il est 5 h du matin. Je retrouve Glenn pour aller à la pêche à la coquille. J'espère juste que mon petit déjeuner est assez consistant et que je vais pas donner tout ça aux poissons. Voilà. Salut les gars, bonjour. Bonjour. Alors où est le capitaine? C'est toi Glenn? Ouais, Je peux monter à bord, je viens avec vous à la coquille alors aujourd'hui, c'est ça? bien sûr, avec Les plaisir. conditions, elles sont bonnes? Moyenne. Moyenne? Ok, bon, on n'en parle pas alors.
Ça va monter dans le sol, Ça va racler le sable. comme un râteau. Comme ça, ils vont rentrer dedans, en On va fait. rentrer dedans, après ils vont se mettre tous au fond. Là. Ok. Et après, quand on va virer, on va la lever en hauteur, on va l'amener à bord. Elle va être debout là, la drague. Et avec le pied, on va l'ouvrir, on va secouer, la refermer, la remettre à l'eau. Ce qui est plus dangereux, c'est quand vous remontez la drague de l'eau, en fait. C'est ça. Parce qu'à tout moment, si tu la mets pas bien à bord, tu peux te faire fourcher ou tu peux te faire assommer, quoi. Quand il fait mauvais, elle arrive là Et elle éclate tout, quoi. Ah bah oui. Et Glenn, raconte-moi un petit peu comment t'es arrivé capitaine d'un bateau comme celui-ci aujourd'hui. On va dire que j'étais pas vraiment destiné à le faire. Ouais. J'ai voulu le faire quand j'étais au collège. Après la 3e, j'ai voulu partir au lycée maritime. Et mes parents n'étaient pas d'accord. Donc ils m'ont dit, bah, t'iras si tu veux, mais tu fais tout l'été d'abord avec ton père. Mais au bout de 2 jours, ils m'ont débarqué dans un grand bac. J'étais malade comme un chien. Du coup, j'aurais dit, vous avez gagné, je suis en seconde générale. Donc je suis parti en seconde, après j'ai fait ma première, après j'ai tenté un concours marine marchande que j'ai eu et puis ça me plaisait pas, du coup je suis revenu à la pêche. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, donc, au début, tes parents voulaient absolument pas que tu fasses ça. Non. Donc ils t'ont dit, tu vas venir avec nous, t'es malade, Bah, tant c'était mieux, pour me tu dégoûter. retournes à l'école. Bah, c'était pour me dégoûter quoi. Après la 3e, j'étais trop jeune je pense. Pas assez de caractère pour insister. Après quand je suis revenu après la marine marchande, j'ai encore été malade. Ouais. C'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Et ça veut dire que même en étant par terre, t'en pouvais plus, t'étais absolument malade à chaque fois que tu partais. Tu t'es dit, j'y retourne, tu lâchais pas. Ouais, mais j'étais malade des fois avant de partir à la maison, hein, rien qu'à entendre le vent dans les volets. J'étais déjà à moitié barbouillé. Mais... Et c'était quoi ce qui t'appelait alors? C'était quoi ce que t'avais envie vraiment? C'était vis-à-vis de ton père? T'avais envie de dire à ton père, non papa, je vais prendre la suite? Bah non, parce que je savais pas du tout si ça allait passer un jour, mais j'avais pas envie de passer des journées monotones en fait. Ici, on part en mer, on sait jamais ni à quelle heure on revient, ni avec quoi on va revenir, on peut jamais rien prévoir. Les études de l'Ifremer montrent que le gisement de coquilles se situe aujourd'hui à un niveau record. C'est le fruit d'une réglementation rigoureuse voulue par les pêcheurs eux-mêmes. Quand on fait un secteur, on va pas non plus le mettre à blanc. C'est une question de conscience, d'intelligence. Ah, vous n'êtes pas là pour piller les gisements, tout récupérer. On est là pour cueillir et puis pour faire notre journée le mieux possible. Là, bah, vous allez voir, on va partir pour 30 minutes de drague. 30 minutes top chrono. On n'a pas le droit de faire 1 minute de plus, 1 minute de moins. Officiellement, non. Non, mais les sanctions sont arrivées beaucoup trop... Les sanctions sont très, très dissuasives. Wow, les gars! Oh, oh, oh! C'est exceptionnel en vrai! Vas-y, file! Je peux vous aider les gars? Je vous aide? J'ai fait une petite pause. C'était exceptionnel, 800 kilos de coquilles environ. Et j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et les sensations étaient dingues. Même si je me suis levée à 5 h du mat, même si j'ai eu à quelques moments 2-3 envie de vomir, ça donne quand même envie. Allez, gros bisous et je suis
bien assise confortablement sur mes coquilles. Donc on va faire honneur à la pêche de Glenn. De Glenn. De Glenn, là, qui m'a donné ses coquilles. On va lui faire honneur. Hop. Elles sont belles, hein? Elles sont belles. On va essayer de faire une petite recette toute simple, en toute simplicité, mais que je souhaite intense. Et puis tu mets un petit peu de Pérou dans la vie des Paimpolais, c'est cool ça aussi. Oui, c'est avec une cuisine très simple, une cuisine familiale. Mes frères et moi, nous attendions ma mère qu'elle revienne du travail. On était petits, et ma mère, elle travaillait un petit peu tard, donc on avait faim, on attendait notre mère. Et c'était fou parce qu'on entendait les pas des gens qui passaient, ouais. Mais c'était pas... C'était pas les pas de ta maman. C'était pas les pas. Mais on reconnaissait à un moment donné. Et ouais. On se disait, ah, elle arrive. Et mais en 15 minutes, elle cuisinait, quoi. Elle nous faisait à manger. C'est elle, ça vient d'elle, ce goût prononcé pour la cuisine, pour l'art des bons produits. Oui. Oui, une cuisine riche, une cuisine simple. Généreuse et intense. Ok, c'est parti, je suis ton commis, on commence par quoi? Écoute, on va écoquiller. Tu sais écoquiller? J'ai jamais fait. Écoute, c'est tout simple. Tu bloques un petit peu la coquille pour qu'elle reste ouverte. Ok. T'insères le couteau. Ouais. Hop, bien. Paf. Et là, la lame, tu la plaques contre la coquille plate. Tu reviens vers l'avant. Tu ouvres. Wow. Et la coquille. Sincèrement, c'est magnifique. Allez, vas-y, j'essaye. Un petit peu plus vers le côté, parce que sinon tu vas te couper. Fais pas beaucoup de pression. Juste un effet levier. Voilà. Voilà. Franchement, je trouve ça magnifique. J'ai même pas envie de la manger alors que j'adore ça, mais... C'est différent quand tu prépares ce que tu manges, quand même. T'as pas le même rapport. Et Caleb, j'ai découvert aussi des hommes et des femmes qui partageaient pas forcément ce patrimoine maritime dont je t'ai parlé au début, mais un héritage familial, une entreprise qui perdure dans le temps. C'est une cidrerie, et je me suis dit, pour te donner peut-être un petit challenge culinaire supplémentaire, je t'apporte une bouteille de cidre qui leur appartient. Ah. Et je sais pas ce qu'on va faire avec. Je te laisse imaginer. Écoute, on va essayer de faire une petite vinaigrette. Ok, bah vas-y, je te suis. Sur ma route, je traverse l'abbaye de Beauport. C'est un lieu magique et en plus, c'est l'époque de floraison des pommiers. Les pommes, Paimpol, le cidre, une tradition et une aventure familiale de 5 générations que Gaëtan perpétue. Moi, ma partie, ça va être la fabrication, ça va être la réception des pommes. Après, ça va être le suivi de fermentation, quoi. C'est là qu'on va décider de faire un cidre brut ou un cidre doux. Le goût du cidre, il est fait depuis très longtemps. Parce que le cidre, c'est des pommes, les pommes viennent des vergers. C'est des pommes qui viennent dans les 50 km autour de chez nous. Donc c'est le goût du terroir, finalement. Un cidre qui est fait dans les Côtes d'Armor n'aura pas forcément le même goût dans le Morbihan ou en Ille-et-Vilaine. Bonjour Gaëtan. Salut Marine. Et Gaëtan, cet héritage que toi tu as à travers cette cidrerie et ta famille, est-ce que cet héritage aussi de cette activité maritime qu'il pouvait y avoir à Paimpol te parle? Moi, auparavant, j'ai été marin pendant une vingtaine d'années aussi. Donc j'ai attendu de vieillir un petit peu pour venir à l'entreprise. Ouais. Mais oui, bien sûr, de toute façon, dans notre secteur, on est toujours attiré par la mer. On a un coin magnifique. Paimpol a toujours des marins pêcheurs. Paimpol était surnommé le vivier, ouais. Parce que les armateurs venaient chercher les marins à Paimpol. Dans d'autres secteurs aussi, mais Paimpol a cette réputation de vivier, quoi. Oui, entrez, oui. Bonjour Yves. Je suis ravie que tu m'accueilles dans ton bureau qui est juste incroyable. Il date de 1976. On est plongé dans un autre monde ici, même derrière toi. Est-ce que tu peux juste, pour commencer, m'expliquer un petit peu ce qu'il y a juste derrière? Ce tableau, la date d'avant la guerre de 14, d'environ 1908.
1908. Voilà, qui est l'arrivée des pommes à cidre à Paimpol. Donc il n'y avait pas suffisamment de pommes pour fabriquer tout le cidre à Paimpol. Donc on en faisait venir de la vallée de la Ronce. Voilà. Les marins islandais, quand ils partaient avec des bouteilles de cidre ou c'est pas vrai, c'est une légende? Si. On a tous les livres de l'entreprise là, depuis 1895, où on relate les embarquements de comment, pas de bouteilles, mais de barriques à bord des goualettes. Les goualettes embarquaient une dizaine de barriques, soit 250 litres à peu près, pour faire la période d'Islande qui durait 6 à 8 mois. Cette entreprise existait à l'époque? L'entreprise a été créée en 1892 par Joseph Guillou, donc notre arrière-grand-père, quoi. Moi, je suis avec mon frère Alain, la 4e génération, et à l'époque d'aujourd'hui, il y a donc mes enfants, Anne-Sophie et Gaëtan, qui sont dans l'entreprise. Et c'est quoi votre plus grande fierté dans cette entreprise? Parce que ça perdure. Dans le temps? Très bien. Ouais. Dans le temps, oui. Je rajoute un petit peu de ciboulette. Mon truc préféré. Là, tu peux y aller, ciboulette. Hein. Hop. Tu peux y aller, moi j'adore. Voilà. Et un produit que j'affectionne beaucoup. L'avocat. Ça vient de chez toi, ça? Et oui, il fallait mettre quelque chose de chez moi quand même. On va le mettre en cubes d'à peu près la même grosseur que les Saint-Jacques. Ça te manque un peu, tes racines? Oui, de temps en temps. Et la cuisine, c'est une manière d'exister encore avec ma culture, quelque part. Même si elle est loin, elle est là, quoi. Et ça veut dire quoi, exister avec ta culture quelque part? Parce que nous avons tous une histoire, nous avons tous une culture, c'est ce qui nous crée, c'est ce qui nous forge. Et on voyage avec ce petit bagage. Ça fait presque 18 ans que je suis en France. Mon pays me manque, en effet, il y a des choses qui me manquent. J'aime beaucoup la France également. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné ma famille. Et comme je suis curieux, j'ai envie de découvrir aussi la grande partie du monde qui me reste. Bah, tu vois, c'est marrant parce que cette curiosité-là, Yves m'en parlait et il me disait, Marine, si tu t'adaptes pas à ton temps et si tu t'adaptes pas à être curieuse de ce que les autres peuvent t'apporter, ben en fait, tu meurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es éveillé et quand tu es curieux, en fait, tu te renouvelles en permanence. Tu es renouvelé en permanence et puis tu apprends plein de choses. Tu rencontres du monde, des intelligents, de moins intelligents, des passionnés, des grincheux. Et puis des taiseux. Ouais, et puis tu apprends quelque chose quand même. Et ton smile, il contamine pas les pontons un peu? Ah, je sais pas si le... Donc là, elle est comme je l'ai goûtée en mer, il y a strict, t'as rien rajouté dessus. Rien ajouté. Oh, il va être content, Glenn, quand il va les déguster comme ça. Juste le produit. Tu lui fais honneur. J'espère qu'il va être content. Donc ça, c'est la même marinade avec le soja. Et je viens juste au laquer. Donc dedans, t'as soja au citron? Un peu d'ail, un peu de gingembre. Voilà. Wow. Et toi, c'est quoi ce que tu aurais envie de laisser à Paimpol quand tu partiras? Un bon souvenir. Un bon souvenir culinaire? Oui. Je sais pas si culinaire, mais en tout cas d'amitié. D'amitié. C'est ici l'apéro? Bonjour. C'est ici l'apéro? Ben voilà, il y a tout le monde dont je te parlais, Caleb. Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple. Hein. Une coquille Saint-Jacques gratinée avec du fromage par-dessus. Et on m'a amené du cidre. Donc j'ai fait une petite vinaigrette, j'espère que ça va vous plaire. Et comme c'est du cidre, j'ai fait une petite salade de pommes granny avec de la coriandre parce qu'il fallait mettre quelque chose de chez moi. Et on utilise beaucoup la coriandre. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est des petits amuse-bouches. Merci Caleb. Merci en tout cas d'être là. Les coquilleurs, là, les pêcheurs du fond, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est pas mal? On reviendra. On reviendra? Lors de mon escapade paimpolaise, j'ai rencontré l'âme de cette cité. Que l'on soit pêcheur ou terrien, tout le monde porte fièrement l'héritage des Islandais. On a échangé sur ce qui fait de ce port un lieu à part, mais finalement c'est la gastronomie bretonne et péruvienne qui aura mis tout le monde d'accord.